Professeur Eric Combe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris le 5 juillet dernier. J'ai regardé. Vous déclariez, je vous cite, « À la Salpêtrière, mon unité dédiée au Covid est pleine. Il n'y a jamais eu de disparition du virus. Contrairement à ce que j'ai entendu dans les médias, il continue à circuler à bas bruit et il y a toujours eu des malades hospitalisés pour cela. » Qu'en est-il aujourd'hui dans votre service? Aujourd'hui, dans notre service, on a augmenté un peu le nombre de patients qui sont hospitalisés. Donc ça reflète un peu ce qu'on observe à l'échelon national, c'est-à-dire une augmentation douce mais sûre du nombre d'hospitalisations en médecine, du nombre d'hospitalisations en réanimation également. Alors, hospitalisation et en médecine et en réanimation aussi. Oui. Avec des malades hospitalisés qui sont différents. Je parle de l'âge, par exemple. Oui, ils sont différents, ils sont moins graves, ils restent moins longtemps à l'hôpital et ils sortent d'ailleurs plus souvent de l'hôpital. Moins graves, ils restent moins longtemps et ils sortent plus vite. Oui, les durées d'hospitalisation, les durées d'hospitalisation sont un peu plus courtes, donc on n'a pas tout à fait les mêmes plus patients. Jeunes aussi ou pas? Voilà, c'est probablement parce qu'ils sont plus jeunes, parce qu'ils ont moins de comorbidités. Disons que pour l'instant, l'épidémie n'a pas atteint les couches de la population les plus fragiles, c'est-à-dire les plus de 70 ans, qui probablement se protègent. Vous pensez que c'est la raison? C'est parce que les plus âgés, les plus fragiles se protègent. Je pense que c'est pas l'unique raison, mais je ne serais pas étonné que dans l'inconscient populaire, ça marche. Mais pourtant, je regarde les chiffres. 21 départements en zone rouge, 6111 cas supplémentaires en 24 heures, 4 fois plus de cas positifs pour 100 000 habitants qu'il y a un mois. Oui, le virus circule de plus en plus, on va pas se mentir, c'est la vérité. Oui, enfin... Ce virus circule, on est bien d'accord, mais vous ne voyez pas beaucoup d'augmentation du nombre d'hospitalisés. On voit une petite augmentation du nombre d'hospitalisations, c'est-à-dire c'est une pente qui est ascendante. Donc l'épidémie regagne du terrain. Voilà, c'est ça, mais de manière lente. De manière lente. Et sûre, malheureusement, mais de manière très lente. Bien. Se dirige-t-on vers un reconfinement généralisé ? Je ne crois pas, parce qu'il y a des garde-fous qui existent aujourd'hui, qui n'existaient absolument pas en février-mars. Et donc, je pense que grâce à ces garde-fous, on ne va pas avoir une exponentialisation de la courbe épidémique. De la courbe épidémique. Voilà. Vous êtes plutôt optimiste ce matin, dites-moi, professeur Combe. Optimiste, je sais pas, réaliste. Oui, j'essaye d'être le plus réaliste. Et de bon sens. J'essaye d'être le plus réaliste possible. Effectivement, le bon sens a toujours été ma boussole plus que la science. Oui, mais je le sais. Ouais. On en a parlé tout à l'heure. Je le sais. Le 2 août dernier, vous disiez encore, je vous cite, vous voyez, je vous cite à nouveau, si ça continue, on va droit dans le mur. Oui. Alors, en fait, je faisais allusion à un problème très particulier, qui était le problème du contrôle des frontières. Oui. C'est-à-dire, ça a été un peu sorti de son contexte, cette phrase. Je m'adressais pas à toute la politique qui était en place, même s'il y a des choses à dire. Je faisais principalement allusion au problème de la quarantaine et du contrôle des frontières. Vous avez vu qu'on était, je résume les choses, on est quand même assez laxiste en France, comparativement même à l'Allemagne ou à l'Angleterre, qui impose une quarantaine aux personnes qui viennent de Paris, par exemple, bientôt, en tout cas en Angleterre. Eric Combe, vous ajoutiez, je vous cite encore, il faut laisser les jeunes se contaminer entre eux, à condition qu'ils ne voient pas leurs parents et grands-parents, ils participent à l'immunité collective, les jeunes sont un réservoir de contamination. Oui, alors... Ça a fait du bruit, Oui, ça je me souviens. Bon, en fait, j'avais pas incité les jeunes à se contaminer. J'étais juste parti du constat que personne ne les empêchait de faire la fête, et ce que d'ailleurs je comprends très très bien, personnellement. Je partais aussi du constat qu'on était en période estivale et que, comme vous savez, si vous avez des enfants, on ne voit pas beaucoup de nos enfants à cette période de l'année, on n'a pas tout à fait les mêmes horaires. Donc je partais de ce constat et je disais, puisqu'on n'est pas capable de les contrôler, laissons-les faire et voyons les côtés positifs, voyons les côtés négatifs. Voilà, donc, mais on les a laissés faire cet été. Oui, de toute façon, on les a laissés faire. Donc, et on en voit les conséquences aujourd'hui ? C'est possible qu'on en voit les conséquences aujourd'hui. En tout cas, ça
l'épidémie, le virus circule plus, donc il circule plus parmi les jeunes. Donc effectivement, c'est probablement une conséquence de ce qui s'est passé cet été avec les jeunes qui se réunissent. Est-ce qu'aujourd'hui en France, la situation est sous contrôle, Eric Combe? Oui, je pense que globalement, elle est sous contrôle. Non, je vous dis ça parce que l'anxiété est en train de gagner du terrain. Oui, honnêtement, je comprends pas très bien. Enfin, je trouve que cette anxiété est un peu montée par les gens qui nous gouvernent, malheureusement. Par ceux qui nous gouvernent. Oui. Non, mais pourquoi les médias, oui, peut-être un peu, mais honnêtement, les gens qui vous n'avez pas besoin d'en faire plus que ce que fait le gouvernement. Mais pourquoi je sais pas. Pensez-vous cela? Peut-être. Alors, je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a peut-être des problèmes de politique autres. Et ça leur permet de cacher d'autres réalités, de ne pas parler d'autres réalités. Ça, j'en parle pas parce que c'est pas dans mon domaine. Mais dans mon domaine, je comprends leur anxiété parce que effectivement, la courbe elle est comme ça. Et si jamais elle s'exponentialise, comme on est en train peut-être de le voir dans certaines régions, dont peut-être probablement les Bouches-du-Rhône, on va voir ce qui va se passer. Dans ces cas-là, ils vont se retrouver avec une vague épidémique qui effectivement pose un énorme problème puisque quand on a affaire à une vague épidémique de grande ampleur, là du coup on est obligé de confiner. Bon, meilleure prise en charge. Certains disent qu'il y a une meilleure prise en charge aujourd'hui à l'hôpital. C'est clair. Oui. C'est clair. Oui. Il y a une meilleure prise en charge à l'hôpital, il y a une meilleure prise en charge collective aussi. Oui, mais qu'est-ce qui permettrait d'éviter un afflux important de malades en réanimation aujourd'hui? Il faut protéger les personnes fragiles. Si on protège, c'est la clé. C'est-à-dire, à la limite, on peut se permettre que le virus circule parmi les jeunes. Mais il faut protéger les personnes fragiles. C'est absolument fondamental. Donc, protéger les personnes les résidents des EHPAD. Protéger, les résidents des EHPAD, toutes les personnes de plus de 70 ans, toutes les personnes avec des comorbidités, disons, importantes, et les obèses, qu'on oublie trop souvent, malheureusement. Vous avez entendu cela, comme moi, évidemment. Je vous pose la question, je vous la repose. Est-ce que le virus a muté? Alors le virus mute sans arrêt. Sans arrêt? Oui, c'est un virus... parce que j'ai entendu ça, j'ai lu ça cet été. Oui, mais le virus mute sans arrêt. Donc voilà, on fait... Alors parfois il peut muter dans un... Est-ce qu'il se comporte différemment? Non, apparemment il ne se comporte pas très différemment pour le moment. En tout cas, on n'a pas assez de recul pour dire que ces mutations impactent sur l'épidémiologie. Alors je vais aller encore plus loin. Est-ce la même maladie qu'en février-mars? Oui, c'est probablement la même maladie, simplement elle ne touche pas la même tranche. Pour l'instant, les personnes fragiles ne sont pas touchées et c'est quand même absolument fondamental. Par contre, on peut se réinfecter et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Oui, ça, c'est une nouvelle qui vient de Hong Kong. C'est une nouvelle qui vient de Hong Kong, oui. C'est une mauvaise nouvelle. Ah oui, c'est une très mauvaise nouvelle. Ça veut dire que l'immunité n'est probablement pas suffisamment protectrice. En tout cas, elle ne protège pas d'une réinfection. Alors évidemment, la réinfection sera moins grave que la première infection, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais ça ne protège pas d'une réinfection et ça va poser un énorme problème pour le vaccin. Bien. Est-il vrai quand même que souvent les maladies infectieuses sont graves au début, moins ensuite? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça nous laisse un bel espoir. Ah oui, mais moi je suis pas super inquiet. Mais je le sens. Mais simplement, le problème, c'est la saturation du système de santé, en fait. Oui. Vous voyez, c'est pas la maladie en elle-même. Oui. Je vous rappelle, la létalité, enfin la mortalité, c'est un terme qui est mieux compris, de cette maladie, c'est 0,3%. 3 pour 1000. Donc on n'est quand même pas dans une maladie très grave, il faut quand même le dire. Pour la population générale, la maladie est grave uniquement dans certaines populations très particulières qu'il faut impérativement protéger. Oui, la maladie n'est grave que pour les plus fragiles. Exactement. Alors, on ne peut pas dire c'est pas 0%, 100%. C'est pas 0%. Voilà. Oui, non mais d'accord. Mais chez quelqu'un de 30 ans en bonne santé, le décès est extrêmement rare. Il est très peu probable. Très peu probable. Est-ce que les femmes sont mieux protégées que les hommes? J'ai vu des enquêtes. Apparemment, oui, les femmes font moins de formes graves que les hommes, oui. Mais pourquoi? Est-ce qu'on sait pourquoi? C'est assez connu aussi en maladies infectieuses. Les hommes sont plus à risque de formes graves de maladies infectieuses que les femmes. Mais pourquoi? Est-ce qu'on sait pourquoi? Elles sont protégées, je ne sais pas, par leur bon sens. Non, mais il n'y a pas d'explication scientifique. Non, il n'y a pas eu de recherche qui nous indique... Enfin, s'il y en a eu, je ne les connais pas. Vous ne les connaissez pas? Non. Oui, pourtant, vous travaillez beaucoup. Les masques, Bordeaux, Marseille, Paris et d'autres villes qui rendent le port du masque obligatoire dans l'espace public. Non seulement pour les piétons, mais aussi à Paris pour les cyclistes, pour les conducteurs de deux roues, pour les utilisateurs de trottinettes. Franchement, oui, je vous vois hausser les sourcils. C'est stupide. Un masque pour un cycliste, un masque pour quelqu'un qui est seul sur son vélo.
franchement, est-ce stupide? Je pense que c'est inutile. Voilà, après, dire que c'est stupide, je n'irai pas jusque-là, mais je comprends pas. Mais ça paraît stupide, pardon, Eric Homme. Oui, enfin, j'ose pas dire que c'est stupide, voilà, vous l'avez compris, quoi. Oui, mais vous le pensez. Peut-être. Non, vous le pensez, mais moi aussi je le pense. Hein. Je le dis clair. C'est inutile. Pourquoi est-ce inutile? Mais je pense qu'il y a des problèmes. On va brouiller les messages, si vous voulez. Quoi. Le message principal, c'est de porter le masque dans les lieux clos. Ça, c'est absolument indispensable. Il ne devrait y avoir aucune exception à cette règle. Par contre, porter le masque dans le milieu extérieur, alors que je vous rappelle que c'est toujours pas obligatoire dans tous les lieux clos. Puisque ça ne sera obligatoire qu'à partir du 1er septembre, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. C'est évident. Oui, on n'arrive pas à comprendre. N'y a-t-il pas aussi un risque de laisser penser à la population que le virus est en suspension dans l'air, que le virus peut être, que nous pouvons être infectés en respirant lorsque je suis en train de pédaler sur mon vélo? Ce qui est complètement faux, comme vous le savez. Oui, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas le risque? Est-ce qu'il n'y a pas le risque de laisser penser cela aux citoyens? Je pense qu'il n'y a pas que ce risque-là, si vous voulez. C'est-à-dire, à force d'exiger plus, on finira. Je pense qu'il vaut mieux faire bien dans les espaces clos que de faire mal partout, si vous voulez. C'est ça le fond de ma pensée. Et je pense qu'à l'extérieur, on va avoir énormément de problèmes à faire respecter cette obligation. Parce que établir une obligation, c'est bien, mais si elle n'est pas respectée, à quoi ça sert? Oui, je ne vois pas un policier poursuivre un cycliste parce qu'il n'a pas son masque. C'est aussi ce que je me dis. Oui. À Nice, dans certaines zones, même seul au volant de sa voiture, il faut porter un masque. Oui, alors là, c'est là qu'on regrette de ne pas avoir des gens comme Coluche encore parmi nous. Oui. Non, mais j'ai vu qu'en région parisienne, la RATP abandonnait la règle d'un siège sur deux, si vous avez vu ça. Oui, ça me choque pas énormément, ça. Non. Honnêtement, je circule en avion. C'est-à-dire masqué dans le métro. Voilà. Oui. Il y a peu de risques. Honnêtement, masqué, il y a peu de risques. Si tout le monde est masqué, attention, il faut que vous soyez masqué, mais que votre voisin soit masqué aussi. Mais à partir du moment où tout le monde est masqué, je pense qu'il n'y a pas de risque. On prend l'avion, on prend le train. Vous avez vu dans un train, on est quand même très proches les uns des autres. Et on estime qu'il n'y a pas de risque. Et je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas de risque. Regardez le Puy du Fou en plein air. Il n'y a pas eu de cluster déclenché par le Puy du Fou. Donc, mais ils étaient tous masqués en plein air. On a tant parlé, mais tous masqués en plein air. On peut être, par exemple, dans un stade. Oui. Je prends l'exemple des stades. Oui. On peut être dans un stade à 10 000. Si les 10 000 sont masqués, il y a peu de risques. À mon avis, il y a peu de risques. Et il n'y a même pas de risque. Pas de risque. Jamais. Le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Mais honnêtement, je pense que on pourrait reprendre, et je pense que c'est même fondamental de reprendre. Le risque, en fait, il ne sera pas dans le stade parce que ça sera en plein air. Il sera à la buvette, dans les toilettes, ou plutôt au bistrot en face du stade. Au bistrot en face du stade. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites d'ailleurs. Ça doit éclairer, j'espère que ça va éclairer nos responsables politiques. Parce que c'est un peu la course, non? C'est quoi? C'est la course à l'opinion, vers l'opinion? C'est toutes ces mesures prises. Est-ce que toutes ces mesures sont excessives? Est-ce que vous le dites ce matin? Oui, moi par exemple, mais j'ai toujours dit que le masque à l'extérieur, je ne comprenais pas l'intérêt du masque à l'extérieur, sauf dans des lieux, évidemment, où on est les uns sur les autres, mais c'est dans des lieux où en général, on ne met pas les masques. Donc, et dans les entreprises? Dans les entreprises, non, là je suis absolument formel. Il faut que le masque soit porté dans tous les lieux clos. Ça, comme évident. Dans les hôpitaux et cliniques, même si parfois on lote un peu. Non, vous avez tout à fait raison d'insister sur les hôpitaux et les cliniques. Il y a un certain relâchement. Et d'ailleurs, vous avez vu, il y a plus de, je crois, environ 15% des clusters actuellement qui sont dans des hôpitaux. Oui. 15%. 15% dans les hôpitaux. 15%, enfin, à peu près. Je ne sais plus si c'est 12 ou 17%. Mais bon, bref, peu importe. On va dire que 15% environ des clusters en France sont dans les hôpitaux. Et les écoles? Alors, et les écoles, qu'en pensez-vous? Dans les écoles, les personnels seront masqués. Mais même en maternelle, hein? Oui. Bon, ben oui. Oui. C'est bien ou pas? Est-ce qu'on est allé trop loin ou pas? Non, de toute façon, attendez, on ne peut pas s'arrêter non plus. La vie ne peut pas continuer à s'arrêter comme ça une éternité. C'est absolument évident. Donc, il faut reprendre l'école. Je trouve que les protocoles sont quand même assez sécurites. Après, il ne faut pas se faire d'illusions. Le virus va circuler dans les écoles et des enfants vont contaminer leurs parents.
ou leurs grands-parents, mais qui ne viendront plus les chercher. Voilà. Je pense c'est une bonne mesure. Oui, je pense quand le Premier ministre a dit cela, ça a été très commenté, c'est bien. Oui, mais je pense qu'il faut faire appel au bon sens, quoi. Les personnes fragiles, il faut les protéger. Point. Bien. L'utilité du masque, c'est Éric Raoult qui affirme que rien n'est démontré. Le virus se transmet comme le rhume, essentiellement par les mains, dit-il. Le pessimisme tue les malades, dit-il encore. Éric Côme. Oui, il a l'air de la formule, hein, on le sait. Oui. Après, dire que le masque ne protège pas des infections respiratoires, c'est une ineptie. C'est comme de dire que le préservatif ne protège pas des infections sexuellement transmissibles, si vous voulez. C'est une ineptie. C'est une ineptie, oui. Une ineptie. Ouais. Et l'hydroxychloroquine, dites-moi. Plusieurs études portant sur 33 000 malades confirment l'inefficacité de l'hydroxychloroquine. Son association avec l'antibiotique azithromycine est dangereuse, disent ces études, analysées par des chercheurs français et suisses, analyse publiée hier dans la revue de la Société européenne de microbiologie clinique et de maladies infectieuses. Le débat est clos, pour vous ? Oui, pour moi, le débat était clos déjà depuis plusieurs semaines. Pour ne pas dire plusieurs semaines, on va dire. Donc pour moi, oui, le débat est clos, évidemment. Oui. Alors après, Didier Raoult vous dira que c'est pas l'hydroxychloroquine qui fait le travail, c'est l'association hydroxychloroquine-azithromycine. Oui. Mais je le défends pas, hein. Je pense que ça marche pas, hein, de toute façon. Vous pensez que ça ne marche pas ? Est-ce qu'on devrait arrêter de prescrire ces molécules associées ? La plupart des essais ont été arrêtés dans le monde. Hein. Aux États-Unis, les essais ont été arrêtés. Au Brésil, même si Bolsonaro en a pris, les essais ont été arrêtés aussi. A-t-il pris c'est ce qu'il dit. Hein. Il a dit que c'est la chloroquine qui l'avait sauvé. Oui. Mais non, les essais ont été arrêtés dans la plupart des endroits du monde. Ça marche pas. Vous êtes un spécialiste des maladies infectieuses, les traitements. On parle de l'hydroxychloroquine qui ne marche pas, mais il y a des traitements qui marchent pas encore. Non, aujourd'hui, non. Alors, vous savez, il y a deux phases. Hein. Il y a la phase virale, il y a la phase immunitaire. Oui. Dans la phase virale, malheureusement, on n'a pas d'antivirus. Hein, donc, c'est l'évolution naturelle de la maladie. Pour la minorité de patients qui arriveront à la phase de rage immunitaire, là, il y a des traitements qui sont efficaces. Des traitements à base Il faut surtout mettre les malades sous anticoagulants, utiliser les corticoïdes. Et en fait, plus on est efficace, plus on est bon sur le plan symptomatique, plus les malades s'en sortent. Hein. Vous savez que la préfecture de police de Paris nous indique qu'il n'y aura pas l'obligation de porter le masque pour les cyclistes et pour les coureurs à pied. Heureusement pour eux, parce que sinon... Bon, je ne sais pas comment ils auraient pu courir avec leur masque. Hein. Il y aurait des corticoïdes qui diminueraient la mortalité, oui, c'est vrai. C'est vrai. Les corticoïdes, c'est ce qu'il y a de mieux pour le rage immunitaire. Hein. C'est vraiment le médicament magique. Hein. Oui. Et la transfusion à base de plasma, vous croyez à cela ? C'est Donald Trump qui en a beaucoup parlé ? Oui, il en a beaucoup parlé, mais bon, il a aussi beaucoup parlé d'hydroxychloroquine, beaucoup parlé des vaccins, beaucoup parlé de l'eau de Javel, qui voulait instiller, vous rappelez, directement par voie respiratoire. Donc voilà. Non, mais ça peut être intéressant pour certains malades. Ça peut être intéressant pour ça. Ouais. Je ne vais pas vous demander de prévision. Je ne vais pas vous demander comment vous voyez l'avenir, parce que justement, on ne le voit pas. Enfin, on le voit mal. Éric Côme, on le voit mal ? Non, moi je pense qu'il va rejoindre le groupe des autres coronavirus humains avec lesquels on vit depuis des décennies, et on vivra avec ce coronavirus. Mais nous vivrons toujours masqués ? Non, parce qu'il y a un état d'immunité collective qui va apparaître progressivement, et malheureusement ça va prendre du temps, hein, c'est évident. Peut-être que le vaccin arrivera, et puis à ce moment-là on pourra se relâcher. Ça veut dire quoi, masquer ? Ça veut dire moins de grippe traditionnelle ? Oui, c'est vrai. Hein ? Ah oui. Et ça veut dire quoi ? Se laver les mains avec des solutions hydroalcooliques, ça veut dire moins d'autres infections, d'autres virus ? Absolument. Et c'est ce qu'on constate. Là, c'est ce qui est constaté dans l'hémisphère sud, où ils sont en plein hiver. Oui. Ils ont moins de grippe, ils ont moins d'infections d'autres infections respiratoires qui sont moins fréquentes. Enfin oui, c'est ce qu'on constate. On aura moins d'infections, mais il faut absolument que les gens se vaccinent cet hiver. Ça, c'est fondamental, hein, que se vaccinent contre la grippe. Oui. Absolument. Je pense que c'est absolument indispensable. Je l'avais déjà dit l'année dernière, mais là j'insiste encore plus cette année. Pourquoi ? Parce que sinon on va se retrouver avec les deux épidémies en parallèle, coronavirus d'un côté, grippe de l'autre, et ça risque d'être très compliqué à gérer. Vous voyez, le moindre rhume, tout le monde, ça va être la panique sur le coronavirus, C'est très intéressant ce que vous dites. Il y aura acquisition d'une immunité collective, donc. De toute façon, c'est le cas dans les maladies infectieuses. C'est le cas dans les maladies infectieuses. C'est toujours comme ça en maladies infectieuses. Ça veut dire que si on se teste, il faut se tester de plus en plus ?
Oui, il faut se tester. Comme ça, on connaîtra l'état de la population française, notamment. Oui, enfin, par on des saura si on a atteint une immunité collective. Mais en fait, c'est pas si facile que ça, parce que malheureusement, on perd nos anticorps. C'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte, là, dans le personnel soignant, il y a des études qui sont faites, on a 3 mois de recul maintenant, et en fait, le taux d'anticorps, il est à 80% un mois après, 60%, enfin, vous voyez, ça baisse, j'ai n'importe quoi au niveau des chiffres, mais en tout cas, nous gardons nos anticorps combien de temps? Pour l'instant, on n'a pas l'air de les garder très longtemps. C'est-à-dire? On a que 6 mois de recul, on a que 3 mois de recul. Oui, on a que 3 mois de recul. Donc, voilà. Mais ils disparaissent au bout de 2-3 mois. Non, ils disparaissent pas, mais ils diminuent. Ils diminuent. Ouais, ils diminuent, et il y a une partie des malades chez lesquels ils ont disparu. Ça veut dire que nous sommes plus vulnérables. Nous redevenons, voilà. Celui qui a été infecté par le virus redevient plus vulnérable. Voilà, et il peut se réinfecter. Mais il fera une forme quasiment... Et donc transmettre à nouveau. Voilà, mais enfin ça, on n'en sait pas encore trop là-dessus, mais en tout cas, il fera une forme pas très grave. Une forme pas très grave. Ouais. Dans la récidive. Merci Eric Combe d'être venu nous voir ce matin. Merci à vous. Sur BFM TV, sur RMC. Merci.